L'Olympique de Marseille a remporté la Coupe d'Europe des clubs champions. Tu es né à Marseille le 1er décembre 1946 à la maternité de la Belle de Mai. Ta famille s'installe dans un modeste appartement sur cour au rez-de-chaussée du 105 rue Consolat, dans le 1er arrondissement de Marseille, juste en face de la maison natale d'Antonin Artaud. Tu es donc compositeur, interprète de chansons. On peut dire que très vite tu as bercé par l'art et la musique. Ta sœur Parisette, après le travail, joue du piano et étudie le solfège au conservatoire. Vous êtes voisin de la maison Organex, un magasin de piano tenu par une famille d'artistes qui peignent des tableaux et pratiquent les instruments qu'ils fabriquent, réparent et accordent dans leur boutique. Ils te transmettront l'amour des arts. Tu as aussi deux cousins exceptionnels, l'écrivain en langue arménienne Vorpouni et Serge le violoniste qui créa le groupe pop belge Wallace Collection avec son tube Daydream et qui accompagna Adamo. Tu grandis donc entre le swing fou de son voisin Max Lezazou du quartier et le nostalgic blues oriental de son père Djikran. Il y a aussi ton frère aîné Raymond qui joue un rôle fondamental. Il t'enseigne l'OM, te fait découvrir Brassens, le premier rebelle méditerranéen. Que représentait l'OM pour toi à cette époque? L'OM, pour moi, c'était avant tout mon frère aîné qui revenait du stade le dimanche, parce que les matchs se jouaient le dimanche après-midi, et le soir, il était là, il imitait le but de Amalfi, le but de ces grands anciens comme Gunnar Andersson. Il commençait à me raconter la légende du club, et puis il m'a offert aussi une photo que j'ai gardée très longtemps, où il y avait dessus un gars comme Aznar, par exemple, qui avait un magasin de chaussures à la rue de Rome, Aznar, et qui avait dédicacé la photo où tu voyais donc tous ces anciens avec Salem, avec Ben Barek, des joueurs épiques, quoi. Pour moi, c'est une légende. J'allais pas encore au stade, j'étais trop petit, mais c'est lui qui m'a vraiment donné le virus du club. Dans ton adolescence, tu découvres le rock'n'roll à 15 ans. Tu crées ton premier groupe de rock. Tu fais ensuite l'école des beaux-arts. Tu dessines, tu peins, tu crées des musiques. C'est vrai. Mais au départ, c'était surtout, je reprenais, disons, les morceaux, les grands morceaux de l'époque, que ça soit en anglais. Alors c'était plutôt du yaourt, hein. J'inventais plutôt un anglais à ma manière. Et puis je reprenais aussi les chansons de mes idoles de l'époque, les Chaussettes Noires, les Chats Sauvages. Mais j'adorais bien sûr les grands pionniers du rock comme Gene Vincent, Buddy Holly, Eddie Cochran. Et c'était le rock, on va dire, c'est vraiment ce qui m'a permis de trouver ma première identité. Le rock et l'OM. Très bien. Revenons sur 1976, donc tu t'installes dans un petit village dans les Cévennes, à Corconne, et tu crées une équipe de foot, l'Étoile Sportive. Raconte-nous un peu cet épisode. J'arrive dans ce village parce que c'était la grande époque du retour des communautés, du retour à la terre, du retour aux Cévennes, etc. Et j'avais déjà des amis qui étaient installés dans ce petit coin des Cévennes, à Corconne. Et quand je suis arrivé, j'ai constaté qu'il n'y avait pas d'équipe de foot. Et moi, ça a toujours été mon truc de créer des équipes du foot. D'ailleurs, j'avais créé aussi une équipe de foot à l'école des Beaux-Arts où j'avais été étudiant. Et quand je suis arrivé dans ce village, j'ai voulu absolument monter une équipe de foot. Alors j'allais voir un joueur ou des jeunes du quartier, ils me disaient « Ouais, ça va, je vais venir ». J'allais voir d'autres, ils me disaient qu'ils allaient venir. Et finalement, au rendez-vous, il n'y avait jamais personne. Et je ne savais pas pourquoi. Mais pour la bonne raison
que en fait, dans le village, ils étaient scindés en deux. Il y avait les catholiques d'un côté et les protestants de l'autre. Donc les catholiques ne voulaient pas jouer avec les protestants et vice-versa. Donc certains ne voulaient pas jouer non plus avec les 2-3 Parisiens ou Marseillais qui venaient de s'installer dans le village. Ça a été très difficile, mais j'ai quand même réussi à monter ce club, l'Étoile sportive de Corconne, qui doit jouer toujours dans son championnat dans le Gard. D'accord. Et après 1977, donc c'est la révélation. Tu découvres le reggae avec Bob Marley au cours d'un concert sur Paris. C'est ça. Et j'ai été voir mon premier concert de Bob Marley en 77. C'est une amie qui m'a amené en me disant: est-ce que tu connais ce chanteur que je venais de découvrir d'ailleurs sous forme d'album. Le premier album que j'ai écouté de Marley, c'était le live au Lycéum. Avec la première chanson que j'ai entendue, c'était No Woman No Cry. Quand j'ai entendu cette musique, j'ai compris qu'il y avait quelque chose là-dedans que j'attendais depuis très longtemps. J'avais connu le rock, j'avais connu le blues, j'avais aimé le jazz aussi. Et il me semblait que d'un coup, dans cette musique, non seulement il y avait un mélange de beaucoup de toutes ces choses-là, que ce soit la soul, que ce soit la musique traditionnelle, que ce soit aussi philosophiquement la rébellion, c'est-à-dire une certaine rébellion, un certain mouvement révolutionnaire, mais dans un esprit de spiritualité. Donc la spiritualité, c'est cette philosophie rasta. Et en fait, j'ai adhéré à peu près à tous ces principes-là. Surtout que quand j'ai commencé à voir mes premiers films sur le reggae, j'ai vu un film qui s'appelait Harder the Come, traduit en français par Tout et tout de suite, avec Jimmy Cliff. Et quand j'ai vu un peu comment ça se passait dans ce pays, la Jamaïque, j'ai senti beaucoup de relations avec ma ville d'origine, Marseille. Très vite, tu t'investis dans le reggae jamaïcain, justement, au point de fonder le concept de rock reggae méditerranéen en 1980. Jo, est-ce que tu peux nous décrire ce qu'est le reggae marseillais méditerranéen, justement? Ben, en fait, je dirais, c'est déjà au départ de tomber amoureux d'une musique qui elle-même a déjà brassé beaucoup de genres musicaux qui se sont succédés. Il y a eu beaucoup d'influences de la soul américaine. Il y a aussi, comme je disais, de l'influence de différentes communautés ethniques qui vivent en Jamaïque. Et moi, c'est ce qui m'a plu. C'est-à-dire, j'ai vu ces parallèles-là. C'est-à-dire Marseille, ville cosmopolite. Marseille aussi, ville de la parole. Parce qu'il y a le reggae, il y a aussi le rubadub, qui a amené aussi plus tard, même le rap a été influencé par les plus grands MC, les plus grands maîtres de cérémonie, comme U-Roy. Donc la puissance du verbe, comment la parole peut changer les choses. Quand j'ai appris qu'un DJ comme Mickey Dread faisait des émissions et que pendant ces émissions en Jamaïque, la criminalité baissait de 25, 30 à 40%, je me suis dit, moi aussi, il faut que je fasse des émissions de radio. Comme ça que je me suis lancé aussi. Ça a plutôt bien marché. Voilà, ça a très bien marché. Mais c'était surtout être amoureux de cette musique qui est très vaste, qui est très variée et que l'on a adaptée. Moi, ma manière de l'adapter, c'est-à-dire comme je parle très mal anglais, quand j'entendais les paroles, je comprenais à peu près le sens général, mais souvent les mots, je les transformais à ma manière. Pendant que j'entendais la version originale, je me trouvais moi-même dans ma tête, comme ça, mes propres paroles qui allaient dessus. Et d'ailleurs, j'ai commencé à composer sur des rythmes jamaïcains, ce qu'on appelle des rythmes, donc basse, batterie, le rythme de base, le tempo de base. Nous devons tout à la Jamaïque. Mais nous devons tout aussi à l'Afrique, nous devons tout à chaque continent, apporte quelque chose. C'est un immense puzzle planétaire. D'ailleurs, Marley le disait, un jour ou l'autre, le reggae sortira de Jamaïque. Et c'est vrai aujourd'hui dans tous les pays du monde. Je reviens là récemment de République tchèque, où j'ai vu un reggae absolument fantastique là-bas, avec des artistes merveilleux qui chantent dans leur langue. Et c'est pareil au niveau de toutes les langues planétaires. Et bien justement, pour rebondir sur ce que tu disais, alors au final, qu'est-ce qui se diffère de ce reggae des Caraïbes? Ah ben parce qu'on raconte nos histoires à nous. Oui, on raconte nos histoires à nous. On n'est pas né à Kingston, on n'est pas né à Trenchton. Donc notre manière, c'était justement de pouvoir dire l'authenticité, ce qui nous rattache à leur philosophie, ce qui nous rattache à leur manière de penser. Un seul cœur, une destinée, un seul amour, paix, unité.
Ça, ce sont des mots qui sont très très forts, qui sont très puissants, qu'on avait entendus déjà dans la pop music, avec des gens comme, évidemment, Bob Dylan, avec Lennon, etc. Mais là, d'un coup, il y avait une vague qui venait de plus loin, parce que ça venait vraiment depuis ceux qui sont considérés comme les damnés de la Terre. Donc, nous, on n'était pas à ce niveau-là, mais on avait nos choses à dire, on avait nos choses à raconter. Et moi, c'est venu tout à fait naturellement, parce que Marley disait « Back to roots », retourne à tes racines. Et bien moi, mes racines, c'est Marseille, c'est l'Arménie, c'est le quartier, c'est la Méditerranée. Je ne vis pas avec la mer des Caraïbes en face, mais j'ai la Méditerranée et je pense que c'est une grande chance. Et donc l'ouverture des ondes en 81, Ah oui. ça te permet en 82, par l'intermédiaire de Jean-François Bizot, d'avoir une émission sur Radio Nova qui s'appelle Pastaga. Donc tout un symbole. Pastaga, tout à Un fait. symbole. En plus, c'était le générique, c'était... on avait enregistré le pastis qui coule, le glaçon qui tombe, l'eau qui monte. C'était Pastaga. C'était une émission que m'avait accordée Jean-François Bizot, qui était le directeur de radio, donc de Radio Nova, et aussi du journal Actuel, où j'avais collaboré aussi en tant qu'illustrateur, dessinateur pendant des années. Et donc, à un moment, je suis arrivé, je lui dis, tu sais maintenant, Jean-François, les choses, ça va être dans le sud que ça va se passer. À Marseille, j'en reviens. Il y a énormément de choses qui se passent et tout. Donc, il m'a donné un créneau. Et j'étais là pour justement faire connaître eh bien, tous les groupes qui commençaient à démarrer ici sur Marseille, qui étaient totalement inconnus en dehors de notre ville. Et mon but, c'était de valoriser la culture, la nouvelle culture marseillaise, tout en la rattachant à nos anciens, comme Scotto, comme Alibert, comme Fernandel. Donc il n'y avait pas de différence, c'était juste une suite logique. Il y avait eu la grande période de l'opérette marseillaise. Là, il arrivait une nouvelle période avec le rock, avec des groupes comme Quartier Nord, avec des groupes comme Leda Atomica, etc. Donc, et après tout le mouvement qui est arrivé autour de tout ce qui a pu se passer après par la suite avec le reggae marseillais, quoi. Et ces groupes, justement, ils ont dû donner une meilleure image de Marseille. Ben, ils donnaient surtout une image très positive, quoi. C'était des groupes qui chantaient leur ville, qui n'avaient pas du tout honte d'être marseillais. Au contraire, il y avait cette fierté de venir de cette ville historique. Mais pour moi, c'était quelque chose qui a toujours existé, même dans ma petite enfance. Dès qu'il y avait un artiste marseillais, Yves Montand, par exemple, était très fier que Yves Montand soit marseillais. Le moindre marseillais qui réussissait au niveau national, j'étais fan. Hein, j'ai toujours été, je veux dire, assez chauvin quand même, il faut bien D'où dire. l'importance pour toi justement d'exporter ce qui se faisait à Marseille sur une radio parisienne et donc. Mais j'étais très fier de ça, puis ça a duré un bon moment, hein, parce que même par la suite, je continuais à faire des chroniques avec Édouard Baird notamment sur Radio Nova. J'allais assez régulièrement amener toute la production, on va dire underground marseillaise. Et en 1984, je pense que c'est une année très importante pour toi. C'est ton retour définitif dans la ville de Marseille. Tu t'installes au quartier Vauban, au pied de la Bonne Mère. Et les nuits, il t'arrive d'aller méditer sur la colline. Ah bien sûr, j'habitais juste au pied de Notre-Dame de la Garde, donc j'avais passé déjà une quinzaine d'années, puisque j'avais quitté, comme étudiant à l'école des Beaux-Arts, j'avais quitté Marseille à l'âge de 19 ans, donc là c'était mon grand retour. J'avais vraiment décidé de revenir après plusieurs essais et allers-retours, mais bon, il n'y avait encore pas beaucoup d'activités, on va dire, qui me permettaient de vivre. Alors qu'à Paris, j'avais déjà beaucoup de connexions, que ce soit dans le milieu artistique, que ce soit en musique, que ce soit en décoration, en peinture, on va dire diverses touches de mon travail. Et là, j'ai vraiment décidé de revenir. Très rapidement, je me suis installé à Vauban. Et j'allais effectivement passer le soir sur la colline à regarder la ville, à m'inspirer complètement de ma ville natale et d'avoir envie d'écrire encore de nouvelles chansons, puisque à cette période-là, j'étais très inspiré par ma ville et j'écrivais des chansons souvent le soir en haut, perché sur la colline de Notre-Dame de la Garde, là juste
juste au bord de la falaise de Vauban. Et donc tu rencontres Tatou aussi et tu crées Oui. le Massilia Sound System. C'est ça. La Donc, même année. ouais, ben oui, c'est en 84. Moi, je faisais des émissions de radio puisque j'avais commencé déjà sur Nova. Alors pour moi, c'était très simple de faire de la radio. Et j'ai rapidement fait mes premières émissions de reggae. Hein, c'était avant tout des émissions de reggae. Je présentais ma collection. Ben, j'étais en fait un collectionneur fou. Dès que je suis rentré dans le reggae, j'arrêtais pas d'acheter des productions jamaïcaines, des disques exportés, quoi, qu'on trouvait rarement ici. Et en fait, un jour, dans une autre radio, ben, j'entends les morceaux que j'aime, que j'adore, passer par un autre DJ que j'ai voulu vraiment rencontrer. Et puis ça s'est fait très rapidement dans un lieu qui s'appelait les 200 Lunes, qui était un resto qui était tenu par le docteur Fanafood, qui non seulement faisait la cuisine, mais qui passait de la musique, qui était aussi un DJ. Et il y a eu vraiment, autour de cet établissement des 200 Lunes, on va dire tout un collectif de tous ceux qui aimaient le reggae, Ras Henry, qui revenait de Jamaïque, qui amenait des nouvelles productions. Et c'est comme ça qu'est né la première bouture du Massilia Sound System. Voilà. Justement, on voulait rebondir un peu sur l'identité marseillaise qui nous est chère. Comment trouver le juste milieu pour défendre justement cette identité sans pour autant tomber dans l'ethnocentrisme marseillais, pour ne pas non plus penser qu'on Oui. pense qu'à nous. Voilà. Ben écoute, moi je crois qu'au début, cette idée de revendiquer un peu cette identité marseillaise était très importante parce qu'effectivement, les gens d'un certain milieu, on va dire, n'étaient pas tellement fans de Marseille. Hein. Il ne se passe rien à Marseille, c'est laid, c'est Une image négative. Voilà, une image négative. Et donc, c'est vrai qu'au début, on a forcé un peu quand même la dose pour dire non, c'est pas du tout comme ça. Mais il est arrivé un moment où ces mêmes gens qui avant dénigraient Marseille, d'un coup ont fait du tout Marseille, Marseille capitale de ci, Marseille capitale de là, alors que politiquement, en réalité, c'était quand même très difficile pour les artistes de vivre à Marseille. On l'a vu d'ailleurs récemment avec la soi-disant capitale européenne, où tu avais quasiment aucun groupe ou artistes marseillais, en tout cas qui sont sur le terrain, qui étaient programmés, alors que ça aurait été une manière merveilleuse d'échanger avec d'autres artistes. Moi, je trouve que ce qui est merveilleux, c'est de pouvoir échanger. C'est-à-dire, on vient, on va, on repart. Et il y a aussi une chose qui est très difficile, c'est par exemple, pour tous ceux qui sont dans les périphéries, qui habitent du côté de Miramas, qui habitent du côté de Vitrolles, et qui ont aussi beaucoup de difficultés à venir rentrer dans ce giron culturel marseillais. Donc pour moi, effectivement, je dirais qu'il y a une tendance créative, mais qui reste quand même toujours profondément souterraine. Alors c'est ce qui fait que peut-être elle continue à se régénérer, être toujours en avant sur quelque chose. Mais après, à part quelques rares exemples, ça passe difficilement à un niveau national. Donc je pense qu'il faut quand même être humble, il faut aimer sa ville, mais il faut pouvoir aussi critiquer ce qui n'est pas positif chez nous. Et qui est souvent des choses qui viennent plutôt des édiles, des élus, que du peuple. Avec des gens du peuple, on va toujours pouvoir s'entendre parce qu'ils parlent avec le cœur. Et on va revenir sur une de tes chansons phares, Savonne de Marseille. Ah. Et tu as une anecdote à nous conter, non? Savonne de Marseille, c'est très amusant. C'est une chanson que j'ai écrite pas du tout ici. J'habitais encore à Paris, je travaillais beaucoup en faisant de la décoration notamment, et j'étais sur un chantier à Chartres, donc une petite ville du centre de la France, la cathédrale, mais bon, il ne se passait pas grand-chose. On a travaillé là-bas quelques jours, et puis le dernier jour, pour nettoyer le matériel, hein, vous savez que pour nettoyer les pinceaux, il n'y a rien de mieux que le savon de Marseille. Donc je rentre dans une droguerie, les gens ne parlaient pas, il pleuvait, bonjour monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Ben, je voudrais un savon de Marseille. Et là, d'un coup, tout le monde s'est mis. Ah, mais oui, vous êtes de Marseille, le savon de Marseille. Les gens qui faisaient la queue, mais oui, moi aussi, j'en prends du savon. Et vous, qu'est-ce que vous prenez? Le chat? Non, moi, je prends le fer à cheveux. D'un coup, je me suis aperçu qu'il y avait une espèce d'engouement pour un produit marseillais, puisque l'OM, à l'époque, n'était pas encore au sommet de sa gloire, dont on n'en parlait pas. Donc, d'un coup, je me suis dit, finalement, quelle est la symbolique, qu'est-ce qui, de Marseille, plaît à tout le monde? C'est le savon de Marseille, comme j'ai dit, qui est connu dans le monde entier. Et il paraît que même si on se couvre de savon de Marseille,
eh bien, la bombe atomique ne peut pas nous irradier. Bon, je ne veux pas essayer l'expérience, c'est peut-être une légende, mais en fait, ce qui était amusant, c'est surtout, dans la chanson, ça m'a permis d'aller voir un peu les vieilles affiches qui étaient merveilleuses, qu'on voit ici, souvent à la Chambre de commerce, sur toute cette publicité, les réclames, on disait à l'époque, sur le savon, le chat, la bonne mère, la Sainte Famille. Il y avait un imaginaire absolument fantastique à ces périodes-là. Et c'est tous ces noms que j'ai mis, que j'ai cités. J'ai voulu rendre hommage d'une manière assez humoristique, mais qui finalement a accroché. C'est une chanson, c'est vrai, qui a toujours été, comme on réclame encore maintenant, alors que je suis sur un nouveau répertoire. Tu as parlé de Marcel Pagnol. Est-ce qu'on pourrait faire un parallèle justement entre l'œuvre de Marcel Pagnol et ta discographie? Ben, disons au niveau discographique, c'est vrai que mes premiers disques ont été très influencés par mes visions que j'avais de Marseille. Je parle de Savon de Marseille, on parlera peut-être de J'aime l'OM tout à l'heure, le Rasta de Mouropiane aussi, qui sont des chansons où je parle de chaque quartier de ma ville. Et c'est marrant parce que ce sont souvent des chansons que j'ai écrites, ce que j'appelais en exil, puisque je vivais longtemps dans la région parisienne, et j'avais envie de revenir, et dès que je revenais à Marseille, même que je passais que quelques jours ou quelques semaines avec ma famille, je m'inspirais de nouvelles chansons. Et là où j'ai eu vraiment la relation avec Pagnol très fort, c'est quand je suis parti habiter à Éour, donc le village à côté des Camouins et de la Treille où il y a le tombeau de Pagnol. Et Éour, donc c'est la ville où a été tourné le Spoons quand même, à la fameuse épicerie du Spoons. Et j'étais tellement passionné par ce film que j'ai commencé à le regarder image par image pour aller voir même jusque qu'est-ce qu'il y avait comme marque, la bière Marx, le savon, le fer à cheval à l'intérieur. J'ai fait tout un travail sur ce film énorme, en allant voir même les lieux où ça avait été tourné à l'extérieur, sur les différents endroits où il y avait eu des tournages extérieurs, etc. J'ai rencontré des témoins. Un gars vient et me dit « Vous savez qui je suis, un vieux monsieur ?» Je dis « Pas du tout. Je suis le bébé d'Angèle. » Carrément, c'est dans Angèle, le bébé, c'est le mec. Un autre me disait « Mais moi, c'est moi qui ai vendu le tonneau des anchois des tropiques à Pagnol. » Donc j'étais complètement imprégné dans ce village des Houes. Et là, j'ai commencé à écrire ma première chanson qui s'appelait Spoons Power, qui était un peu le thème de ce film, et qui est un peu le thème de tout ce qu'on raconte depuis le début. C'est-à-dire, on me prend pour un spoon, c'est-à-dire pour un idiot, pour un imbécile, mais un jour je reviendrai dans ma ville avec une belle voiture rouge, une femme à mes bras, et c'est à la fin Fernandel, qui est un très grand artiste marseillais, revient donc dans son village avec la voiture, etc. Et donc, quelques années après, quand je suis parti habiter à Aubagne, j'ai monté ce spectacle, le Spoons Power, et à la fin, donc, je quitte la scène, un chauffeur vient avec une voiture décapotable rouge, je monte dans la voiture et je repars. Donc c'était pour faire un clin d'œil à ce merveilleux film qui a donné un album qui s'appelle donc Le Jardin Paradoxal et qui raconte à la fois Pagnol, parce que Pagnol est souvent très dénigré chez les snobs notamment. On dit oui, c'est de la pagnolade, mais en fait Pagnol c'est un témoin de son temps, comme Coluche a pu l'être. Ce sont des gens qui sont à l'écoute de ce qui se dit autour d'eux dans les bars. Peut-être que y a certains mots, les anchois des tropiques ou autres, ont pu être captés dans l'environnement. Mais c'est ça aussi le but du griot, le but du troubadour. C'est de prendre des choses de l'inconscient collectif et de les amener à une immortalité. On va revenir un petit peu sur ta vie. On est donc au milieu des années 80-85. Tu crées le feuilleton radiophonique Les Aventuriers de l'Aïoli perdu sur France Inter Provence avec Jacques Comici, qui est un peu le Thierry Roland pour les matchs de l'OM. Raconte-nous un petit peu cette aventure que tu as vécue. Alors ça, c'était Les Aventuriers de l'Aïoli perdu. Bien sûr, c'est par rapport aux Aventuriers de l'Arche perdue. Et il y avait aussi un superbe album qui s'appelait Les Aventuriers du Dub perdu. Et donc, partant de là, j'étais parti sur cette histoire de l'Aïoli perdu qu'il fallait retrouver. Et il y avait les chevaliers qui étaient disséminés dans plusieurs espaces-temps. Donc, il y avait celui qui portait l'huile, celui qui portait le sel, celui qui portait l'œuf, celui qui portait donc le mortier, celui qui portait le pilon. Ils étaient tous disséminés. Et il fallait absolument réunir tout le monde pour que, dans ce mortier, avec ce pilon,
on puisse monter l'aioli, avec l'œuf et avec l'ail, bien sûr, essentiel. Et là, du coup, ça reprenait cette philosophie des Rastas du fameux I and I, ce qui veut dire je et je. I, c'est le soi en fait, c'est le soi intérieur. Il y a une On signification bien recherche- particulière. Voilà, donc moi, mon idée, c'était de dire, voilà, maintenant, il faut retrouver le soi intérieur, le soi personnel, notre identité à nous. Donc il faut réunir ces éléments épars, donc comme dans une culture, il peut y avoir des gens de différentes origines culturelles, et réunir le tout dans une osmose, comme une sauce, comme un tourbillon ascendant qui fait monter l'aioli, comme on peut faire monter l'ambiance dans les virages, dans les Stade de tribunes l'Odrome. ou dans les grandes fêtes. Et bien justement, est-ce que tu dois connaître quelques anecdotes à nous raconter que devait te donner Comici sur l'OM? Ah ben, sur l'OM, je dirais que moi, les meilleures anecdotes que j'ai eues, plus que tel ou tel journaliste, il y avait aussi Jean-Claude Juan, qui était un énorme reporter sur Radio France, à qui on rend hommage. Et moi, je me rappelle aussi, quand j'étais gamin, les articles de Maurice Fabrequette, qui était le correspondant de l'OM. Et à cette époque, d'ailleurs, c'était très amusant. Je sais que certains de mes amis aiment l'histoire et font des recherches très anciennes. Il y avait toujours un personnage qui illustrait le match à venir et qui s'appelait OM, O-H-E-M-E. Et c'était un gars, un footballeur, avec une tête, avec le O et le M qui faisait ses moustaches. Donc ça, c'était aussi des choses Oui. qui m'inspiraient beaucoup à l'époque. Après, pour moi, la plus belle anecdote de mon enfance, c'est qu'à cette époque-là, donc, les gamins ne payaient pas. On allait devant le virage, d'or d'ailleurs, et on demandait, monsieur, je peux rentrer avec vous? En fait, les gens pouvaient amener leur fils ou leur neveu, donc on rentrait avec quelqu'un, on ne payait pas. Et moi, j'allais tous les matchs comme ça, gratuits, comme tous les autres minots. Et puis, il faut dire que l'OM était en 2e division et qu'il n'y avait pas grand monde non plus dans le stade. D'ailleurs, je tiens à dire officiellement que oui, j'étais au match OM Forbach. Donc, ce fameux match où il y avait 700 et quelques, ou 540 spectateurs, je ne sais plus exactement. Et aujourd'hui, quand tu écoutes, il y a au moins 20 000 ou 30 000 personnes qui y étaient. Mais moi, j'y étais, je me souviens très bien de ce match. Forbach jouait même en bleu et short blanc. Et je ne me rappelle plus du résultat, l'OM, c'était une catastrophe à cette époque-là. Et donc, heureusement, cette saison-là est arrivé le premier grand sorcier, Otto Gloria, un entraîneur qui venait un Brésilien qui était au Portugal avant, et qui a fait remonter le club. Et il se trouve qu'un jour, je demande à un gars, monsieur, je peux rentrer avec vous? Il dit, viens, ouais, tu vas m'aider, viens m'aider. Et d'un coup, mais où? M'aider où? Mais je vais où? Et il me monte dans la fameuse tour. À l'époque, c'était des plaques métalliques qu'il y avait dans ce panneau, on appelait le panneau d'affichage, et on mettait la plaque, alors Metz... Les tableaux d'affichage que maintenant on retrouve dans les écrans géants. Quoi. Voilà, mais à l'époque c'était métallique, c'est-à-dire tu changeais les 1 à 0, tu mettais 1, Oui. etc. Alors moi il m'avait chargé des visiteurs. Alors lui il s'occupait de l'OM, moi j'étais visiteur, là, ça fait que j'ai vu toute la saison de tout en haut. Et ce qui a été extraordinaire cette saison-là, eh bien l'OM est remonté. Grâce au dernier match, justement, tu imagines, contre Besançon, le Racing Club franc-comtois, il y avait les frères Téléchéa, il y en avait un qui jouait chez nous et un qui jouait à Besançon. Et c'est la grande époque des Sansonnettes, etc. Donc, moi, à l'époque, j'avais, je sais pas, 12, 13 ans, 14 ans peut-être. Et donc, j'avais vécu, j'étais très fier. Les gens me regardaient, ils me disaient, allez, mets un score. Ils voulaient qu'on rajoute des buts. C'était encore très artisanal, quoi. 1985, c'est aussi l'année où en dub mobile, tu sillonnes les quartiers noirs avec le professeur Binardo. Dans les écoles, vous prêchez la bonne parole pour le théâtre de la pleine lune. Oui, c'est vrai. Un peu à l'image de ce que peuvent faire les groupes de supporters, tout comme les MTP, dont on va revenir un petit peu après. Leur rôle dans les cités est-il décisif pour donner de l'espoir aux jeunes? Et justement, ces jeunes-là qui pouvaient rentrer facilement à l'époque au stade de l'Odrome, est-ce qu'aujourd'hui ce serait pas mieux de le faire pour justement retrouver une ferveur qui s'est perdue? À cette époque-là, disons qu'avec le professeur Binardo, on s'est parti de cette association Massiliadum. Donc on a commencé, enfin moi j'avais déjà fait pas mal d'interventions scolaires
Et j'avais proposé au Théâtre de la Pleine Lune justement d'en faire dans les quartiers nord, notamment du côté de Saint-Gabriel. Alors on sillonnait les écoles, on arrivait avec un petit son système mobile, on envoyait le son, on leur faisait chanter du Yellowman, ah wadou dem, dem dem. Et donc on leur faisait chanter du rebadub vraiment au minot, on leur faisait écrire. Et c'est vrai que souvent j'ai rencontré des gars, d'un coup je vois arriver un gros baraquet, le service d'ordre. Bonjour Corbeau, tu te souviens de moi? J'étais à l'école avec madame en CE2. Et ça les a vachement marqués parce qu'en fait, on allait régulièrement dans les écoles, on montait des spectacles. Je me souviens avoir monté un spectacle avec des petits sur le mouvement Rasta, où l'institutrice avait tricoté des bonnets vert, jaune, rouge pour tous les élèves de sa classe. Donc c'est vrai qu'il y avait quand même, c'était une période malheureusement beaucoup plus positive qu'aujourd'hui, parce qu'il y avait des budgets pour la culture, il y avait quand même le moyen de pouvoir le faire, parce que pour faire des choses comme ça, bon ben, il faut quand même un peu d'argent quand même pour payer les intervenants, et après il faut une volonté aussi de le faire. Alors je ne sais pas si aujourd'hui il y a vraiment la volonté extérieure de le faire. Alors c'est pour ça qu'effectivement, quand on voit aujourd'hui, comme tu le disais, des groupes de supporters, eh bien, qui vont auprès des jeunes, qui vont auprès des quartiers, c'est quelque chose de très très positif. Parce que d'abord, il y a une construction, il y a le fait de pouvoir travailler ensemble, d'avoir certaines, entre guillemets, règles de vie, règles de conduite, et puis surtout, créer des choses ensemble, collectivement. Tout comme le fait le groupe actuellement des South Winners dans son local de la Belle de Mai, pour justement apprendre aux jeunes le mouvement ultra, et justement, à l'époque, on pense par exemple au MTP lié à la caravane des quartiers en posant des chapiteaux et en instaurant des moments de fête à des endroits où il ne se passe rien ou presque. Donc dans des quartiers peut-être un petit peu plus défavorisés. Justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer le rôle dans les cités? Le rôle de l'OM? Oui. Eh bien, et des groupes de supporters. Les groupes de supporters, surtout, ce qui est extraordinaire, c'est que ça permet à des jeunes, eh bien déjà, comme tu disais tout à l'heure, de se retrouver dans des locaux absolument fabuleux. C'est vrai que j'ai été plusieurs fois manger l'aioli justement chez les Sud-Winners. J'ai trouvé que c'était un endroit absolument magnifique. Donc il y a une organisation, il y a vraiment un travail artistique qui se fait aussi, où tout le monde est mis en contribution à sa place. Donc pour faire ces immenses tifos qui sont des œuvres d'art en fait. Il y a de la participation derrière. Et tout le monde travaille pour faire ça. Non seulement le préparent, mais ils sont là le jour, le montent, l'installent, font toute une mise en scène. Et tout ça, ça ne se fait pas facilement. Dans les milieux professionnels, on appelle ça le spectacle de rue, l'art de rue. Donc, tous ces gens-là font ça bénévolement pour un spectacle qu'ils offrent gratuitement. Les groupes de supporters le font et permettent à tous ces jeunes des quartiers eh bien, de se sociabiliser, et aussi de rencontrer d'autres générations. Parce que dans les supporters, il n'y a pas que des jeunes. Il y a des vieux, il y a des moins vieux, il y a des anciens, il y a des nouveaux qui arrivent. Et donc ça permet quand même des rencontres et avec un dénominateur commun, c'est l'OM. On est tous là pour la même chose. Voilà, donc même si on n'est pas d'accord politiquement, d'une manière ou d'une autre, eh bien on laisse ça de côté. Le seul truc, c'est d'être dans l'unité et d'aimer l'OM. En 1986, tu sors ça va devenir un tube, hein. J'aime l'OM. J'aime l'OM, oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu justement de cette chanson et pourquoi, à ton avis, parce qu'on en parlait tout un temps pour que ça devienne l'hymne de l'OM, pourquoi ça s'est pas fait? Bah, je souhaite que ça soit l'hymne de l'OM dans le cœur des Marseillais, puisque comme je dis, l'OM c'est le cœur des Marseillais. C'est une chanson en fait que j'ai écrite au moment où l'OM était au plus bas, c'est-à-dire en 1980. J'habitais encore à l'époque et je travaillais encore sur Paris. J'étais avec un groupe qui s'appelait Elvis Platinet à cette époque-là, un groupe de rock. Je commençais à écrire mes premiers reggae. Un jour, je descends, dans le kiosque, je vois un journal avec écrit « L'OM, c'est fini, c'est la banqueroute, l'OM met les clés sous la porte, les joueurs Trésor, Bracci, etc. au chômage, et on prend une équipe de gamins, les Minots, les Anigo, les Dimeco, les Pascal, les Lévy, etc., les Santos, pour finir la saison, pour terminer la saison. Alors évidemment, ils sont descendus en D2, et c'est après, avec ces mêmes minots, qui sont remontés, en repartant d'ailleurs au stade de Luvonne.
Et donc, pour moi, je me suis dit, ça y est, c'est fini, l'OM, c'est terrible, je suis là, je suis pas chez moi, je suis pas à Marseille, j'aimerais pouvoir en parler parce que c'est une catastrophe. Alors que moi, bon, autour de moi, les gens à Paris s'en foutaient complètement. Et j'ai vraiment regretté à ce moment-là de ne pas être dans ma ville. Et j'ai dit, il faut que j'écrive quelque chose, parce que là, les gens pensaient que c'était fini, que ça allait être comme le Racing, à une époque, le club de Paris qui a disparu, comme Sedan, comme Nîmes Olympique, tous ces grands clubs de l'époque qui ont disparu, comme Sète, comme Alès par exemple, Qui dominait le qui début du dominaient championnat une de France. période, voilà. Et alors j'ai dit non, il faut que j'écrive une chanson sur ce que représente pour moi l'OM. Donc c'est quelque chose que j'ai écrit du fond du cœur, mais pas du tout pour la commercialiser. C'était juste, voilà, comme un griot, comme un Un cri du cœur d'un supporter qui est chanteur. Donc j'ai fait cette chanson. Et quand je suis revenu à Marseille, donc quelques années après, fin 83, début 84, dès que j'ai commencé à la chanter, les gens ont vachement apprécié cette chanson. Et il se trouve que c'était l'OM qui était en train de remonter aussi à cette période-là, avec Boubacar, etc., le fameux match contre Thonon. Et j'ai eu l'opportunité, en fait, de rencontrer des producteurs, un jour, qui, eux, étaient quand même pas bêtes, qui se sont dit, tiens, mais l'OM, il y a Tapi qui va prendre le club va relancer, il faudrait que cette chanson, tu la ressortes. Et moi, j'étais d'accord, de toute façon, je ne l'avais pas fait pour réussir, je l'avais fait parce que j'aimais le club. Mais à partir du moment où on me proposait de l'enregistrer, et je suis parti l'enregistrer à Londres, avec Denis Bovell, donc un très grand musicien, et tout l'orchestre de LKJ, Lyndon Kwesi Johnson, un des plus grands artistes de poésie reggae. Et donc voilà, c'est une chanson que j'ai lancée en 86. D'ailleurs, le jour où j'étais en studio à Londres, il y avait ses premiers matchs, je me rappelle, c'était OM Monaco, de l'ère Tapi, donc avec Hidalgo, Banid et compagnie. C'était le début d'une belle épopée, voilà. Donc après, ça aurait pu être peut-être l'hymne officiel de l'OM, mais bon, je pense que la production n'a pas fait le travail, je pense qu'il fallait pour vraiment l'imposer, mais je pense qu'au niveau des supporters, ça reste quand même. Et puis elle existe toujours, la chanson, elle est sur YouTube maintenant, tout le monde peut la télécharger sans souci. Alors on va passer une décennie de plus, c'est arrivé directement au 26 mai 93, et donc Munich. Grand et donc jour. à cette occasion, tu commentes le match pour Radio Grenouille. Alors explique-nous un peu le concept. Le concept, c'est que j'avais commencé déjà sur Radio Nova, comme je racontais au tout début, j'avais fait déjà un premier match comme ça en dub, puisque le dub, c'est aussi avoir de la musique constamment pour donner un rythme, un tempo. Et je me disais, c'est bien de parler par-dessus. D'ailleurs, pour moi, le dub devrait être partout. Dans le métro, de partout, on devrait entendre ce son qui permet d'unifier les gens et qui permet aussi de calmer le rythme cardiaque. Donc, j'avais fait déjà quelques expériences. J'avais fait notamment la demi-finale de la Coupe d'Europe France-Portugal, là, quand Tigana avait donné la balle à Platini, qu'ils avaient été champions d'Europe en 84. Et donc, voilà qu'arrive la finale de la Coupe d'Europe, quelque chose d'extraordinaire. Donc j'ai été voir Radio Grenouille et je leur ai proposé de faire le match, donc accompagné par un DJ et accompagné aussi par un gars on avait préparé avant tous les chants de supporters, toutes les ambiances, parce que l'idée c'était couper le son de la télé et branchez-vous sur Grenouille avec Joe Corbeau. Et en fait, donc, j'avais quand même une équipe autour de moi, le DJ qui envoyait donc tous les morceaux, toutes les versions qu'on avait préparées, et puis qui, suivant le tempo du match, qui montait, qui accélérait, etc. J'avais celui qui envoyait tous les jingles lorsqu'il y avait un corner, un coup franc, etc. Donc, tout avait été préparé. Et l'idée, c'était vraiment mais ça a été vraiment suivi par énormément de gens. Parce que je disais, ça va être Thierry Roland et Larquet, ils vont nous porter la Shkoumoun, donc couper le son, et en fait, ils m'écoutaient moi, et donc ça a été complètement fabuleux, quoi, parce que bon, ça a été quand même la victoire, avec toute l'ambiance qu'il y avait autour, ça a été très très médiatisé, cet événement, j'ai eu droit même au zapping de Canal+, et des choses comme ça, et ça m'a fait quand même...
à la limite plus connaître que mes propres chansons, que mon propre travail artistique à l'extérieur. J'ai vu pas mal d'articles de presse. Mais moi, ça m'avait amusé parce que ce que je voulais dire par là aussi, c'est que tout le monde est capable, enfin tout le monde, beaucoup de gens sont capables de faire ça. Il y a des types qui sont payés très très cher pour parler dans les émissions de télé, les consultants, tout ça. Alors que très souvent, quand on regarde un match entre collègues, il y a d'excellents commentaires de l'un et de l'autre. C'est aussi cette manière de ramener à son niveau le plus simple, mais d'une manière joyeuse et puis surtout avec le tempo, quoi, avec le dub. Et le cœur. Et le cœur, et puis en plus la victoire au bout. Alors la fin, c'était un délire complet. J'imagine bien. Et 6 ans après, en 99, tu es le co-auteur du générique du film Les Collègues. Oui. Honnêtement, qui ne peut pas connaître Les Collègues aujourd'hui, devenu culte pour tout amateur de foot qui se respecte. Mais tu es aussi présent pour un concert au stade Vélodrome, le 30 mai pour le jubilé Jean-Pierre Papin devant 50 000 personnes. Ça a dû être un moment de folie pour toi. Ah ben moi, de toute façon, je veux dire, pour moi, le stade Vélodrome, c'est un lieu magique pour moi. Donc pouvoir chanter dans ce stade, même quelques années après, quand on a rendu hommage à notre ami Depé, donc ça a toujours été un très très grand moment pour moi, quoi, de pouvoir chanter au stade Vélodrome. Et de voir cette foule. Foule Comme énorme. si c'était un match de l'OM. Voilà. Surtout qu'un jour, je me suis retrouvé aussi sur le rond central, donc du stade, quoi. Hein. J'ai même pris un peu du gazon. J'avais ramené chez moi du gazon de l'OM. D'ailleurs, c'est le jour où je me suis retrouvé sur ce rond central pour Canal+, où je me suis mis à tourner tout autour du rond central, comme ça, en chantant le fameux Homme, la syllabe sacrée de l'Inde antique et éternelle, le Homme qui représente à la fois la création, le maintien, la destruction, le présent, le passé, l'avenir, la totalité des sons du monde sont dans ce Homme que j'ai fait chanter aux supporters, puisque mon ami Depé m'avait invité ce jour-là dans les virages, et puis c'était une époque, donc j'étais entièrement habillé en orange, de la tête aux pieds, voilà. C'est donc, tu vois, c'est ancien déjà. C'était pour le quart de finale OM Milan, et j'avais fait chanter à tout le virage le Homme. Qui avait amené ce fameux but de Waddle dans un état complètement psychédélique où il ne se souvenait même plus. Peut-être c'est le Homme qui l'a transfiguré. Et justement, est-ce que tu peux nous parler de ta relation avec Depé à l'époque, qui a été le fondateur déjà du Virage Nord et du groupe MTP que l'on connaît tous aujourd'hui? Ah ben Depé, je l'ai rencontré dans l'avion, puisqu'on était invité sur Canal+ par Delarue, qui faisait son émission à l'époque, où il avait invité des groupes de supporters. Oui. Donc il y avait plusieurs groupes de supporters qui étaient là. Bon, moi j'étais là en tant que justement chanteur de J'aime l'OM. Et on avait tellement rigolé ensemble que c'était devenu un bon collègue, quoi. Puis on avait beaucoup d'amis en commun, comme Brahim de La Plaine, et un peu tous les gens autour du... C'était quelqu'un de très ouvert. Ah oui, c'est un très très brave garçon. Hein. Et c'est lui qui justement m'avait invité à les rejoindre ce jour-là. Et justement, c'est le quart de finale contre le Milan en 80. Contre le voilà. Et c'est là que comme moi j'étais en orangé, je leur ai dit, mais regardez, vous avez tous des bombers là, c'est sombre et tout. Regardez à l'intérieur, la doublure elle est orange. Mettez-vous en orange, parce que c'est la couleur de l'éveil. Et puis le jaune, le rouge de la Provence ensemble, ça fait de l'orange. Puis l'orange est aussi le symbole de l'indépendance. Voilà. Donc c'est là que les gars sont mis à tourner leur bomber ce jour-là. Et oui. D'un coup, l'orange a commencé à arriver dans le virage. Il a pu quitter. Voilà. Tout le monde voue un culte viscéral au Vélodrome, mais il ne faut pas oublier quand même le stade d'avant. L'OM en était propriétaire, l'Uvonne. C'est ça. Ouais, tout à fait. Et en plus, c'était un don qui avait été fait par la famille Borelli quand même. Donc pour créer un lieu, un stade... Alors pour voir vraiment, vraiment le stade de l'Uvonne, je vous conseille de regarder les rois des sports avec Rému et Fernandel dans les buts, où il y a le football club Canebière qui joue contre l'AS Montmartre, avec donc Fernandel gardien de but inénarrable, et où on voit très bien les anciennes tribunes
du stade de Luvonne, où j'ai eu la chance d'aller aussi à la grande époque, quand Leclerc, avec Joseph Fiavot, a fait remonter le club une première fois. Après, ils ont cassé la tribune. Il y a eu une deuxième passage avec les Minots, puisque les Minots ont joué toujours. Et c'était extraordinaire, ce stade, parce que c'était vraiment le stade historique de l'OM. Et c'était un scandale qu'il a été détruit pour construire des immeubles, alors que c'était vraiment un lieu mythologique. Il y avait une buvette. À l'intérieur de cette buvette, c'était un véritable musée. Il y avait des œuvres d'art, des tableaux que le gardien du stade avait récupérés lorsque le premier siège place Félix Barré à la préfecture, le premier siège de l'OM avait été déplacé au Prado. Eh bien, lui, il avait récupéré énormément de choses qu'il avait exposées là. Il y avait aussi deux platanes qui avaient été plantés par le grand footballeur de l'OM, Georges Dard, qui avait eu 2 fils. Et il avait planté un platane pour son fils et un autre platane pour son deuxième fils. Et figurez-vous que les branches de ces platanes se sont réunies. Et c'est le gardien du stade qui me racontait ça. Ça, c'est des histoires merveilleuses. Et je trouve qu'il y a un manque de respect dans l'histoire de ce club qu'on ne voit pas, certainement pas en Espagne ou dans d'autres clubs. On aurait dû garder ce stade comme un stade historique aussi, parce que c'était un stade, on dit aujourd'hui capitale sportive, mais on élimine les stades, on élimine les piscines. Donc il faut savoir quand même garder un respect pour l'Olympique de Marseille. Et le stade de Luvonne, c'était vraiment essentiel. Parce que Luvonne, c'est aussi le plus petit fleuve d'Europe. Il fait 51 km de sa source, de la Sainte-Baume, jusqu'aux plages du Prado. C'est un fleuve mythique. À l'époque des grands anciens, des Saliens, le peuple des Saliens, Massalia, ça veut dire la maison, Massaliens, la maison des Saliens, qui ont accueilli les Phocéens. D'ailleurs, tu as fait un album qui suit le cours du... Je suis le cours de Luvonne, et puis je me perds après dans la Méditerranée immense. Et voilà, ce sont des choses que je voudrais dire pour vous remercier de cette interview, et puis rendre hommage à tous ces joueurs qui nous ont fait rêver. Quels joueurs t'ont le plus marqué, justement? Je dirais que c'est quand même au départ pour moi, voilà, la grande époque avec Bonnel, Scoblar, Magnusson. Ça, c'était les très grands joueurs. Après, évidemment, Papin, Waddle et Abedi Pelé, tous les grands joueurs qu'il y a pu avoir avec Moser, et puis les autres qui ont suivi, quoi. Bon, je veux dire, il y a tellement eu de grands joueurs, de grands entraîneurs, hein. On parlait de Raymond, c'est notre ami Raymond Gotals. Il y a eu Zatelli, Zatelli, Gotals, des joueurs comme Deschamps, des joueurs... Il y en a eu tellement que finalement, c'est un petit peu comme, vous savez, en Inde, on représente souvent les dieux avec beaucoup de têtes, beaucoup de bras. Eh bien là, c'est beaucoup de têtes et beaucoup de jambes. Et finalement, tous ces êtres humains venus de partout, qui ont fait l'OM, qu'ils soient africains, qu'ils soient français, bretons ou corses, eh bien, ils ont fait ce club. C'est un club éternel, parce que OM, c'est le homme. Et le homme, c'est la syllabe de l'éternité. Et quand je vais en Inde, je leur distribue des cartes postales et je leur montre, regardez, sur ça c'est notre stade, et regardez ce qui est écrit. Et les gens disent homme, homme. Et comme il y a écrit homme de partout, eh bien, bientôt il va y avoir 1,5 milliard d'Indiens qui vont devenir fans de l'OM. Et on peut parler justement un peu du nouveau repreneur, Franck McCourt. Bon, écoute... Qu'en pensez-vous Je ne connais pas personnellement, donc je pense que quelqu'un qui s'est investi comme ça, doit ramener les moyens financiers pour que le club redevienne un grand club, mais sans oublier la formation. Parce que pour moi, c'est quand même très important. J'ai toujours suivi les joueurs, malheureusement, marseillais, ou de la région du Grand Sud, mais qui ne réussissaient pas, qui partaient à Saint-Étienne, qui partaient dans d'autres clubs, alors que nous avons un vivier extraordinaire de joueurs dans notre région, et je pense que ça, c'est très important, encore plus que d'aller prendre des stars qui finalement n'en ont rien à faire. Et ça, c'est un peu dommage, je trouve qu'aujourd'hui, les joueurs, devraient être un petit peu plus impliqués dans la vie quotidienne des Marseillais.
comme on avait un... Maintenant, ils habitent souvent très loin, ils habitent souvent pas du tout dans Marseille même. Ils ont des villas un peu isolées, dans des coins un peu plus loin. Et ça, je trouve que c'est dommage. Plus impliqué dans la vie de la cité. Être plus impliqué dans la vie de la cité. Il y en a eu qui l'ont fait, les supporters le savent, hein, mais il faut qu'ils soient encore plus. Alors, je propose déjà que tout l'OM mange un bon aioli. Ça me semble très important pour qu'ils puissent faire une belle sieste collective. Avec un bon jeu. Et voilà, avec tout ce qu'il faut pour aller avec, mais qu'ils s'aïolisent bien la tête pour comprendre ce que ça veut dire aioli. Et puis après, le grand vœu que je fais pour tous les supporters, c'est qu'un jour, on fasse un pèlerinage au Mont Olympe en Grèce. Pour conclure, quels sont tes projets pour l'avenir? Tu vas partir en Inde, non, sous peu? Ben, ça fait plusieurs années en fait que je vais en Inde. J'étais allé déjà, j'avais fait des premiers voyages dans les années 70. Bon, l'Inde a quand même énormément changé, tout en gardant évidemment un fond éternel, on va dire, inamovible. Mais je suis parti, en fait, la première fois, il y a 10 ans, mon retour en Inde s'est fait parce qu'un ami m'a fait découvrir un village qui s'appelle Aioli, qui est en plein cœur du Karnataka. Et quand j'ai découvert ce village, j'ai dit, c'est pas possible, là, il faut que j'aille voir qu'est-ce qui se passe. Et je suis retourné donc en Inde pour aller à Aioli. J'ai été jusqu'à Aioli. Et donc là, depuis, j'ai été tellement repris par tout ce que j'aime en fait dans ce pays, que j'y vais régulièrement. Et j'écris aussi des chansons qui sont comme une sorte de carnet de route, un peu des flashs que j'ai dans les voyages, des choses que je note comme voilà, un carnet de voyage, et qui sont dans mon nouveau répertoire, avec un groupe qui s'appelle Bhushundi Bardai. Donc les bardes, les bardai, c'est les bardes, c'est ceux qui racontent des histoires. Et Bhushundi, c'est le nom d'un corbeau mythique donc dans la tradition indienne. Et quand je reviendrai, eh bien, je souhaite qu'on enregistre un nouvel album avec ce groupe. On sera les premiers à l'écouter. Merci. Merci. Merci avec beaucoup. plaisir. Et l'OM. Et allez l'OM, attends. Allez l'OM, allez l'OM, allez zou, allez l'OM. Le cœur des Marseillais. C'est un match de gala ce soir au stade Vélodrome. 60 000 voix vont résonner comme un seul homme. Une explosion de joie, un tourbillon cher à nos cœurs. Ferveur des supporters saluant l'entrée des joueurs. L'OM se best. The best, 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 l'OM se best. The best, the best, the best, best, best. Nous sommes aujourd'hui comme avant, unis par le même amour du maillot. Là, en somme, saison après saison, nous donne pour chacune des générations